La Suisse est un pays incroyablement incroyable. Je vous le dis, et ce sera l'objet de mon intervention ici au Salon de l'entreprise à Bulle. Merci de votre attention et merci aux organisateurs pour leur parfaite coordination. Oui, je vous le dis, la Suisse est véritablement incroyable. Complètement atypique dans son fonctionnement, dans sa topographie, dans sa mixité et dans son organisation. Surtout incroyable par ces quelques chiffres que je vais vous donner à l'instant. C'est le deuxième pays le plus riche au monde, un produit intérieur brut en constante progression depuis 10 ans, 5 milliards de francs d'excédent en 2017, oui, 5 milliards d'ailleurs qui n'avaient pas été budgétés initialement. Quel pays au monde peut se targuer d'avoir une balance commerciale positive en fin d'année? Je crois qu'on est vraiment les seuls au monde. Un taux de chômage de 2,7% en 2017, très largement le plus bas d'Europe. On atteint quasiment le plein emploi en Suisse. Un tissu économique incroyablement diversifié. 90% des entreprises suisses comptent moins de 10 personnes. Des entreprises d'envergure internationale reconnues mondialement pour leurs performances dans tous les domaines, dans les domaines divers et variés comme évidemment les banques, les pharma, la recherche, la négoce de matières premières, etc., etc. Une Suisse aux performances uniques et enviée dans le monde entier. Ces quelques chiffres tout simplement impressionnants démontrent de la vigueur de notre économie, de nos institutions politiques et d'un savoir-faire reconnu. Certes, tout n'est pas rose et je me garde bien ici de tout angélisme. Les défis futurs sont particulièrement importants. Par exemple, le financement de nos institutions, de nos retraites, bien évidemment, l'adaptation de notre système de santé, le franc suisse, l'immigration, l'infrastructure, les infrastructures, la compétitivité accrue avec certains pays étrangers, l'urbanisme, la mobilité, l'environnement, bien évidemment, pour ne citer que les principaux. Autant de défis qu'il s'agira de relever pour permettre à notre économie de rester aussi efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui, tout en gardant une cohésion forte avec la population helvétique. Une étude de l'OCDE de 2017 montre qu'en Suisse, 80% des gens font confiance à leurs autorités politiques. C'est assez unique au monde, hein. Ce taux baisse ou tombe plutôt à 30% en Italie, 30% en France et un peu moins de 20% aux États-Unis. 80% des Helvètes font confiance à leurs autorités politiques, ce qui est absolument remarquable. Dans ce contexte aussi, la Suisse détonne et est incroyable. Les défis sont nombreux, mais je nous sens toutefois plutôt bien armés pour faire face à ces virages difficiles à négocier. Et ce, pour une raison, à mon avis, essentielle, c'est la qualité de la formation en Suisse. En effet, qu'elle soit académique ou sous forme d'apprentissage, le niveau de formation distillé en Suisse est tout simplement exceptionnel. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous possédons quelques-unes des meilleures universités au monde, universités et hautes écoles qui figurent chaque année parmi les mieux classées en termes de qualité d'enseignement et d'infrastructures pour accueillir professeurs et enseignants. Nous bénéficions également d'une reconnaissance mondiale pour de nombreuses écoles privées et enfin surtout d'un système d'apprentissage en mode dual parmi les plus grands pays au monde, envié par les plus grands pays au monde. Permettez-moi de mettre un léger focus sur ce point qui me tient particulièrement à cœur, car c'est vrai, il y a très longtemps, j'étais moi-même apprenti. Le système dual permet à l'apprenti d'être confronté en même temps au monde scolaire et au monde professionnel, fonctionne parfaitement et permet à nos jeunes de se dessiner un avenir professionnel et social très intéressant. La qualité première de ce système réside dans le fait que nous formons en Suisse des jeunes dont le tissu économique a véritablement besoin. Et là, c'est l'essentiel. Chez nous, il y a de ce fait très peu de chômage chez les jeunes comparativement à la France, par exemple, qui privilégie des formations plus académiques au débouché parfois
incertain. Le fait de pouvoir donner du travail aux jeunes, en particulier au bout de leur formation, est indubitablement un facteur de cohésion sociale très important. En Suisse, les jeunes peuvent choisir entre plus de 230 formations différentes pour environ 90 000 places d'apprentissage chaque année. Pour que ce système fonctionne, il faut bien évidemment des conditions cadres bien élaborées et le concours essentiel des patrons d'entreprise que vous êtes aujourd'hui dans la salle. Ils bénéficient, ces patrons d'entreprise, certes d'une main-d'œuvre à bon marché, mais doivent s'impliquer énormément dans l'encadrement du jeune pour la transmission de connaissances, tout en pouvant potentiellement perdre ce jeune à la fin de l'apprentissage. C'est donc véritablement un investissement sur l'avenir, sans pouvoir garantir un ROI immédiat sur la distance. Au groupe Mutuel, l'entreprise dans laquelle je travaille, nous formons chaque année plus de 30 apprentis et apprenties. Et je dois dire que je suis chaque fois étonné et impressionné par la motivation de ces jeunes, par leur talent et leur capacité à s'adapter à un monde d'adultes qui n'est pas toujours accessible. C'est toujours très motivant pour nous de les rencontrer, de dialoguer avec eux et de constater l'énergie positive qu'ils dégagent. Nous les soutenons, bien évidemment, avec une formation modulaire adaptée et un staff qui leur est entièrement dédié. Le taux de réussite aux examens finaux est assez impressionnant et ça fait vraiment plaisir de voir ensuite évoluer ces jeunes devenus adultes dans nos entreprises. Ils nous apportent leur dynamisme, leur connaissance des nouveaux moyens de communication notamment, une façon de faire différente avec nos clients et nos prospects. La formation continue des adultes doit également mieux être valorisée dans la société, mais aussi dans les entreprises. Certes, dans la majorité des entreprises, ces programmes existent, qu'elles soient des entreprises de taille moyenne, mais qu'en est-il de la formation, par exemple, pour les indépendants, les personnes non actives ou celles qui sont en recherche d'emploi? Il y a là aussi beaucoup à faire pour que le niveau de formation et les compétences restent à jour. Dans le domaine dans lequel je travaille, il existe un organe de formation, l'ASA, l'Association suisse de formation en assurance, qui propose une quantité de formation et de spécialisation aux collaborateurs des différents métiers de l'assurance. Même au niveau de la distribution ou de la vente d'assurance, les exigences augmentent, et c'est tant mieux. La création du label Cicero, d'ailleurs, est un gage de bonne formation dans le domaine. C'est uniquement de cette manière que nous conserverons la crédibilité nécessaire dans les métiers liés au conseil en assurance. De nouvelles législations sont actuellement en cours et vont entériner cette volonté de compétence minime dans la loi, et on ne peut que saluer cette volonté commune d'amélioration de nos prestations d'assureurs. Vous le savez bien, l'assurance souffre toujours d'un problème d'image auprès du public. Je pense que l'un des moyens d'améliorer cette image réside clairement dans une amélioration constante des compétences de nos collaborateurs. Ce n'est que par ce moyen que l'image de l'assureur-voleur disparaîtra. Le monde change et les entreprises doivent profiter évidemment un maximum de ces jeunes talents pour évoluer dans un monde nouveau où, selon une étude américaine que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, près de 85% des métiers que nous connaîtrons en 2030 n'existent tout simplement pas aujourd'hui. 85% des métiers en 2030, on ne les connaît tout simplement pas aujourd'hui. 2030, c'est demain, hein. Digitalisation, numérisation, blockchain, big data, intelligence artificielle font désormais partie de notre quotidien et cette marche en avant est évidemment inéluctable. Profitons de ce que nous offre la technologie pour nous délester des tâches rébarbatives et peu valorisantes, tout en gardant la maîtrise sur la machine. Nous devons rester les maîtres à bord et devons nous concentrer sur ce que l'homme pourra encore faire mieux que l'intelligence artificielle, la machine ou le robot. Nous le savons, toutes les capacités de calcul, par exemple, sont bien plus élevées et sûres lorsqu'elles sont programmées. Certains métiers vont donc probablement disparaître au profit d'autres, souvent inconnus encore. Lors d'une conférence à laquelle j'assistais un jour,
le conférencier, qui était un spécialiste du domaine de la santé, plutôt du futur du domaine de la santé, a posé la question dans la salle. Il a demandé s'il y avait des actuaires dans la salle. Alors, certains de mes collègues ont levé fièrement la main en disant « Oui, moi je suis actuaire, je suis actuaire ». Et puis ce professeur en question, il nous a bien fait rire puisqu'il a dit, mais il leur a répondu, mais cherchez-vous du travail parce que la machine, elle calcule beaucoup mieux, beaucoup mieux que vous, beaucoup plus vite, et surtout 24 heures sur 24. Les calculs actuariels font partie du passé, en tout cas sous cette forme, et une fois que les lois mathématiques auront été apprises par la machine, elles seront inutiles et leur métier avec. Loin de moi l'idée de faire peur aux actuaires s'il y en a dans la salle, mais je pense que ce professeur, un peu provocateur, n'avait pas totalement tort dans ses prévisions. Il s'agit bien évidemment d'un exemple, il faudra encore que des spécialistes pour programmer la machine, sur les sciences actuarielles par exemple, mais c'est un exemple de profession qui devra obligatoirement s'adapter. C'est évidemment un défi majeur pour nos écoles, nos universités, pour nos modules d'apprentissage et pour la formation en général. Est-ce qu'on pourra conserver notre avantage économique? Est-ce qu'on devra former plus de personnes à distance? Est-ce qu'on aura toujours besoin d'enseignants physiquement? Est-ce que la machine pourra jouer le rôle d'enseignant? Est-ce qu'on pourra se passer de certaines connaissances? Est-ce qu'on devra en acquérir d'autres? Toutes ces questions devront être résolues dans un avenir qui est maintenant extrêmement proche. Les entreprises devront évidemment s'adapter, elles le font déjà pour la plupart, à ce monde digital toujours plus rapide et mondialement connecté. Dans mon entreprise, on propose par exemple un dialogue digital avec nos assurés. Ils peuvent consulter leur portefeuille d'assurance, chatter avec nous, poser des questions, envoyer des factures ou profiter d'offres particulières sous forme entièrement numérique, sans même sortir de leur salon ou de leur bureau. C'est évidemment que le début et c'est fantastique. C'est fantastique, mais l'autre jour, typiquement, j'étais chez un client et puis j'étais en train de lui... C'était pas un client ni jeune ni plus ancien, il avait à peu près 40 ans. Et je lui montrais l'utilisation de cet outil, cette plateforme, et puis pour l'aiguiller un petit peu dans l'utilisation de cette application. Et puis sa réponse, elle m'a surpris. Elle m'a dit, mais c'est bien joli votre truc, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est avoir un contact direct avec votre personnel lorsque je rencontre un problème et pas taper 20 fois sur mon clavier pour avoir une réponse. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez une agence dans ma ville? C'est ça qu'il voulait. Il ne voulait pas une application, ça ne l'intéressait pas du tout. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à avoir toujours évidemment le numérique qui soit présent, mais également le contact. Cela montre également que certes, on doit s'adapter pour faciliter nos interactions, mais toujours en écoutant les besoins réels de nos clients et de nos prospects. Ne pas croire que les solutions toutes faites sont les meilleures. J'ai un petit film à vous montrer qui explique bien, enfin que je trouve qui explique assez bien comment ne pas se tromper, comment faire pour ne pas se tromper quand on propose typiquement une application, un produit ou quelque chose de ce type. On peut imaginer quand on lira ce film tout ce qui s'est passé en amont de la création de ce que vous allez voir maintenant, parce que évidemment, pour créer un produit, il y a tout un staff dans les entreprises qui font de la recherche de produits, etc. Et je vais vous montrer maintenant ce film et vous comprendrez tout de suite à quoi je fais allusion. Alors vous imaginez les heures qu'ont passé les concepteurs du toboggan en question pour sortir ce produit qui devait être novateur, les embûches qu'ils ont dû traverser pour présenter ce produit à leurs financiers, pour qu'il soit financé in fine et puis mis en place. Et puis on voit finalement que le client, en l'occurrence ici les enfants, n'ont absolument rien à faire du toboggan en question, mais utilisent un autre moyen de s'amuser et d'avoir du fun dans ce parc pour les enfants. Donc ça montre bien que là, typiquement,
les ingénieurs produits se sont complètement fourvoyés sur le besoin réel du client. Donc le client final, ses besoins, c'est évidemment extrêmement important et c'est le deuxième élément, à mon avis, qui est déterminant pour avoir du succès de mon intervention. Donc la formation, j'en ai parlé, les connaissances des clients, du marché dans lequel on évolue, et puis finalement de ses prospects. Alors comment on fait ? La machine peut-elle nous fournir de l'aide dans ce domaine ? Une batterie d'experts peut-elle nous éviter de nous tromper ? Est-ce qu'on peut faire des sondages ? Est-ce que les sondages sont suffisamment fiables pour nous permettre de nous forger une opinion sûre ? Connaît-on vraiment nos clients par le digital ? Sait-on vraiment de quoi ils ont besoin ? Comment faire pour les fidéliser ? Est-ce qu'il ne manque pas un élément sensitif à tout cela ? Je pense que là se trouve une des clés décisives à la réussite de demain, à savoir pouvoir allier dans l'évolution de nos entreprises des zones de dialogue et une qualité de formation élevée. C'est à mon avis uniquement dans ces zones de contact humain, de rencontre, que nous pouvons véritablement prendre le pouls nécessaire de nos clients et entendre leurs préoccupations et besoins. Une zone un peu comme celle d'aujourd'hui, comme celle du salon de l'entreprise ici à Bulle, dans laquelle les gens peuvent se serrer la main, se regarder dans les yeux et se connaître. Ces espaces de rencontres intergénérationnels sont très importants à la cohésion sociale et au développement du tissu économique. À ce titre, il est évidemment regrettable de voir certains salons, comme le Comptoir Suisse par exemple, tout simplement disparaître. Heureusement que d'autres, comme ici la Foire du Valais, que je connais bien, se développent. Les raisons du succès de cette Foire du Valais, qui est l'une des plus importantes en Suisse aujourd'hui en termes de nombre de visiteurs, est essentiellement due au fait que malgré que cette foire soit devenue extrêmement importante en termes d'affluence, elle a su garder une connotation régionale en mélangeant des entreprises suisses et valaisannes dans un esprit convivial et décontracté. Les métiers du commerce vont également évoluer. Les achats par Internet explosent dans tous les domaines. Mais il reste, à mon avis, important de rencontrer les prospects, de dialoguer avec ses clients, permettez-moi l'expression, de les sentir. Tant nos concepts de formation que les entreprises devront s'adapter à ce nouvel environnement tout en gardant cette zone de dialogue et de rencontre. Aucune machine ni aucun robot ne pourra remplacer cela. Je veux souligner par là qu'il est probable qu'un grand nombre de métiers vont disparaître au profit du digital, mais pas les métiers, à mon avis, du commerce. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans ce salon et typiquement quelque chose qui va se développer, à mon avis. Nous le voyons bien, les rencontres de réseautage se multiplient partout dans le monde et en Suisse, qui n'a pas encore été sollicité par tel ou tel organisme, favorisant les contacts inter-entreprises. Nous avons besoin de nous rencontrer pour échanger, se connaître, s'épanouir et in fine développer nos affaires. Oui, je vous le répète, la Suisse est incroyable et a toutes les cartes en main pour le rester. Pensez formation, pensez jeunesse et dialogue humain restent à mon avis impératifs et porteurs d'espoir. Je remercie donc les organisateurs de ce salon d'être aussi innovants et nous avoir permis de vivre cette zone de dialogue aussi intensément. Merci à vous de votre attention. Un excellent salon. Vive la jeunesse et très belle soirée à vous. Merci beaucoup.